déjà 2 ans. Merci. Alors, je rebonjour alors à toutes et à tous et voilà, et bienvenue dans ce webinaire intitulé L'engagement des jeunes pour la santé communautaire. Ce webinaire organisé par la chaire UNESCO et le centre collaborateur de l'OMS Éducation et Santé. Je suis Ange-Marie Nicodème Essay, je suis le représentant national de la chaire UNESCO. Oh, j'ai du mal à entendre. Voilà. Ça va? Ça évolue? Vous me recevez? C'est dit, c'est bon? Vous me recevez? Oui, Oh, ok, voilà. Je disais, je suis Ange-Marie Nicodème Essay, représentant national de la chaire UNESCO Éducation Santé au Bénin, et je suis le cofondateur de Health Access Initiative. Alors, aujourd'hui, je serai le facilitateur de ce webinaire, qui n'est que l'un des premiers webinaires d'une série de webinaires qui sera consacré à mettre en avant la participation des jeunes sur les questions de santé communautaire en Afrique surtout. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur le continent africain, face aux défis liés à l'inégalité d'accès aux services de santé, liés à l'infrastructure de santé et des préventions des questions d'épidémie et de pandémie, des questions de la crise climatique et environnementale, les jeunes ne sont pas restés spectateurs. D'autres mobilisent, d'autres des initiatives. Mais face à cela, on voit qu'il y a également des obstacles à l'émergence de ces initiatives-là, que ce soit des initiatives, des solutions numériques, des solutions communautaires, des plaidoyers, des programmes de santé publique. Cela n'est pas sans obstacle et également des succès remarqués. Alors, ce premier webinaire pour nous, où nous avons regroupé des experts de haut rang qui vont non seulement partager leur expérience, mais également partager des perspectives ou des alternatives afin donc de mieux assurer la croissance de ces initiatives. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir deux experts niveau national et international. En premier, je veux parler donc du docteur Cédric Degbo, qui est médecin, également entrepreneur, fondateur donc de la start-up RIMA. Il fait partie donc des figures influentes donc de l'innovation en santé au Bénin et au niveau international. À sa suite, donc, c'est notre professeur Majda Sabani, et Sebani, qui est professeur de médecine et consultante en santé publique et chef du département santé publique et médecine communautaire au niveau donc de l'université de Cadi à Marrakech. Voilà, je n'ai pas l'appréhension de bien présenter, mais vous aurez le temps de les écouter également, de voir leur présentation au début de chaque intervention ou de leur intervention. Merci, merci infiniment d'avoir accepté de rejoindre ce webinaire. Merci à vous, chers experts, de consacrer votre temps pour la cause de la jeunesse et pour la santé communautaire en général. Alors, suite aux consignes et aux instructions de Madame Lou, je voudrais sans plus tarder demander à chacun et à nous de mettre des questions, des interventions dans la partie questions-réponses et nos présentations ou toute intervention dans le chat. Merci. Alors, j'invite également chacun à ne pas rester sans commentaire et sans suggestion. Sans plus tarder, nous allons donc commencer et j'aurai l'honneur d'introduire pour la toute première intervention, Docteur Cédric, à vous. Merci. si Ange-Marie de m'accorder la parole. Donc, si tout le monde m'entend, je vais pouvoir partager mon écran et débuter la présentation. Vous avez assez à mon écran? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Donc, rebonjour à toutes et à tous et merci à la chaire de l'UNESCO, à l'HAI et aux participants. Alors, déjà pour l'invitation et aux participants de s'être connectés. Donc, moi, je suis docteur Cédric Degbo, je suis entrepreneur béninois, euh, spécialisé dans la health tech. Donc, j'ai fondé et je dirige l'entreprise RIMA qui opère dans le secteur de la santé numérique
et du marketing médical dans plusieurs pays en Afrique francophone. Donc, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous, on va dire, mes réflexions sur un sujet essentiel qui est à la croisée de deux transformations que sont le digital et la santé communautaire. Donc, on passera, on va dire, une dizaine de minutes. On ne peut pas tout dire en 10 minutes, mais on va prendre une dizaine de minutes pour discuter justement de ces deux enjeux-là et de quels sont les liens qu'il y a entre eux aujourd'hui sur le continent africain. Et donc, la santé communautaire, c'est vraiment la santé par et pour la communauté. C'est une approche de la santé publique qui met en fait, qui met l'accent sur la participation de la communauté à l'identification même de ses besoins et la participation également de la communauté à la définition des priorités dans ces besoins-là, voire même à la participation dans la conception et la mise en œuvre des solutions qui sont adaptées à ces réalités. Donc, les communautés, l'aspect d'inclusion ou d'intégration des bénéficiaires de l'action dans la conception et l'identification des besoins est au cœur même de la santé communautaire. Et donc, ça a toujours été une approche, en tout cas historiquement, ça a toujours été une approche très interhumaine, physique, et ça a permis, cette approche plutôt physique-là, de sauver des millions de vies un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Mais cette approche aujourd'hui se heurte à quelques défis majeurs, notamment celui du boom démographique qu'on connaît, ou qu'on a connu et qu'on connaît depuis plusieurs années, de la distance géographique entre les populations et également de la pénurie de main-d'œuvre, enfin, la pénurie des ressources humaines, notamment en termes d'agents communautaires et en termes d'agents de santé. Il y a également l'explosion des besoins en information et en coordination des données qui est davantage présent aujourd'hui, qui font que l'ancienne approche plutôt physique de la santé communautaire ne suffit plus. Donc, ces défis-là ont contraint les acteurs de la santé communautaire d'aller, en fait, d'évoluer vers une transformation, fait une digitalisation de leur processus interventionnel, de certains en tout cas de leur processus interventionnel. Quel que soit en fait, c'est pas pour cette digitalisation-là, son but n'est pas de remplacer l'humain, mais ça vient plutôt amplifier l'impact que l'humain a déjà dans la santé communautaire. Je pense que c'est un point très important à préciser. Et donc, le numérique se positionne aujourd'hui comme un catalyseur d'impact pour la santé communautaire. Donc, si la santé communautaire, dans son approche traditionnelle, physique, historique, avait un impact d'un, par exemple, de niveau 1, par exemple, c'est que le numérique vient amplifier cet impact-là et l'amener à 5, 10, pourquoi pas, notamment grâce à la réduction des coûts. Donc, le numérique aujourd'hui permet de réduire les coûts d'investissement liés dans les interventions et permet également d'élargir la portée des interventions, quel que soit ce type, le type d'intervention dont on parle. J'en ai choisi 4 ici à titre indicatif. Il y a pour les interventions en information, éducation et communication de la santé, par exemple, le numérique permet d'améliorer l'accès à l'information et à la prévention auprès des bénéficiaires, que ces bénéficiaires-là soient populationnels, donc le grand public, ou bien les professionnels de santé ou d'autres parties prenantes, par exemple. Donc, on peut toucher beaucoup plus de monde, par exemple, en faisant un blog et en publiant des articles sur ce blog-là, on pourra toucher beaucoup plus de monde. Grâce au digital, on peut faire des campagnes de communication en santé via SMS, via WhatsApp, via l'emailing, pour toucher plus de monde sans avoir besoin forcément d'envoyer, de déployer des agents dans chaque communauté, dans chaque partie de la population. Donc, deuxième type d'intervention, ça peut être la capacitation, le renforcement de capacité, donc les formations auprès des acteurs de la santé la plupart du temps ou de parties prenantes institutionnelles. Donc, au lieu de faire uniquement des événements physiques, on peut, comme aujourd'hui, justement, c'est
C'est le parfait exemple. On peut, comme aujourd'hui, faire des webinaires et mettre le digital à contribution pour toucher des centaines et des milliers de personnes, qui appartiennent à la communauté qu'on veut toucher. Troisième type d'intervention, nous avons les données. Et le numérique aujourd'hui permet un meilleur suivi, une meilleure collecte en temps réel des données, même si parfois on a besoin que de déployer des agents, donc de faire euh, 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 le mix entre l'humain et la technologie pour recueillir des données plus qualitatives. Le numérique aujourd'hui permet de faire tout cela à grande échelle et en temps réel. Le digital permet également de renforcer les soins de santé, donc le système de santé de manière générale, notamment grâce au dossier médical informatisé qui facilite la coordination et la continuité des soins de santé pour les patients. Je vais parler à titre d'exemple illustratif d'une étude de cas, d'une intervention spécifique que mon organisation REMA a eu la chance de mener depuis octobre 2024 à octobre 2025 dans le cadre, en fait, c'est une intervention stratégique dans le cadre de la réponse ou de la lutte contre l'épidémie de Mpox, enfin de la variole du singe, en République démocratique du Congo et au Burundi. Et donc, le but de cette intervention-là, c'était de renforcer les capacités. Donc, vous voyez, là, on est sur une intervention formation, de type formation. Donc, c'était de renforcer les capacités des professionnels de santé en première ligne en RDC et au Burundi dans le cadre de la gestion de l'épidémie Mpox. Et vous allez voir que notre approche d'intervention a respecté la démarche, la méthodologie, voilà, d'intervention en santé communautaire qui met plutôt les bénéficiaires au cœur même de, de, de la stratégie ou même des actions d'intervention. Donc d'abord, on est parti sur nos hypothèses, hein, donc on a conçu le projet sur la base de nos hypothèses et ensuite on est allé collecter les besoins réels des professionnels de santé en termes de renforcement de capacités techniques, enfin théoriques, pratiques et matérielles dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de Mpox. Donc on a fait une enquête d'évaluation des besoins spécifiques exprimés par les professionnels de santé, première étape. Deuxième étape, on a adapté notre stratégie d'intervention de manière conceptuelle à partir des besoins identifiés. Et on a designé maintenant les actions clés à poser pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre de l'intervention. Et on a mis en place un mécanisme de suivi et évaluation qui permet de mesurer et d'analyser en continu les indicateurs clés d'impact liés à chacune de ces interventions-là. Donc, on va voir ici l'impact que le digital a eu, comment on a su à chacune de ces étapes-là mettre à contribution le digital dans le cadre de cette intervention-là. Donc, il y a eu l'enquête d'évaluation qui s'est faite à distance, parce que c'est quand même deux pays et ça coûte cher de déployer suffisamment d'agents communautaires pour couvrir toutes les provinces impliquées dans l'épidémie de Mpox dans ces deux pays-là. Donc, on a plutôt fait une enquête à distance pour collecter les besoins via la plateforme REMA. Donc, REMA qui a une infrastructure qui permet aujourd'hui de pouvoir concevoir des campagnes, enfin des enquêtes et de diffuser ces enquêtes-là pour collecter des données fiables directement auprès des professionnels de santé, vérifiées dans à peu près tous les pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Donc, on a mis cette plateforme à contribution dans le cadre de l'enquête. Il y a eu un rapport d'étude qui a même été publié, qui est disponible gratuitement dans ce sens-là. Et nous avons organisé ensuite un symposium médical en ligne, comme aujourd'hui, sur les défis et perspectives du Mpox. Et ensuite, il y a eu la conception d'un MOOC, c'est-à-dire d'un programme de cours certifiant sur la gestion de l'épidémie Mpox. C'est le cœur même de notre intervention, ça. Donc, c'est un hasard heureux que j'anime ce webinaire avec le professeur Majda parce qu'elle était la directrice pédagogique justement de ce programme-là qui a été conçu et qui a été, on a mis en place une plateforme de formation en ligne juste pour ce programme afin de faciliter l'accès au plus de monde possible, au plus de professionnels de santé possible dans ces deux pays-là. Donc, comment on a rendu cet outil mis en place, ce programme mis en place disponible aux bénéficiaires? On l'a fait de deux manières. D'un point de vue promotion digitale, donc on a fait une distribution digitale de l'outil, donc de la formation.
et une distribution également physique. La distribution digitale s'est faite grâce à l'infrastructure technologique de la plateforme REMA qui a permis de toucher en temps réel des milliers de professionnels de santé en RDC et au Burundi pour leur rendre accessible la formation. Et ensuite, on a fait une distribution physique grâce d'abord à une impression. On a fait des flyers qui contiennent le code QR renvoyant directement vers la formation en ligne. Et on a déployé également des agents communautaires sur le terrain dans des provinces déjà identifiées, cartographiées, pour distribuer ces prospectus-là aux agents de santé en première ligne. Et donc, dans toutes les zones où il y avait des agents de santé qui avaient une connexion Internet, ils ont pu, grâce à ces flyers-là, qu'on n'a pas pu toucher sur la plateforme REMA, ils ont pu, grâce à ces flyers-là, accéder de manière directe à la formation en ligne. Mais on a constaté lors de l'exécution, lors de la collecte des besoins, qu'il y a des zones où la connectivité était faible, voire absente. Et pour ces zones-là, nous avons embarqué les programmes de cours, donc de formation, sur une clé USB. Donc, on a acheté des centaines de clés USB qu'on a distribuées dans ces zones qui sont hors des zones de connectivité là, afin de réduire les inégalités justement d'accès à l'information qui est due à la faible connectivité dans certaines régions ou provinces de la République démocratique du Congo et du Burundi. Et donc, avec cette méthodologie, nous avons pu toucher plus de 15 000, plus former, pardon, plus de 15 000 agents de santé en RDC. La majorité, c'était en RDC, évidemment, et un peu moins, environ 800 également au Burundi. Donc, dans les deux pays, plus de 15 agents de santé en première ligne ont été formés sur le Mpox, donc sur la prise en charge de la variole du singe et la gestion de l'épidémie Mpox. Alors, c'est bien, on vient de voir que le numérique représente un atout et un catalyseur réellement de la santé communautaire, mais il y a quand même encore quelques défis et limites, comme on vient de le constater, notamment infrastructurels. Donc, il y a la faible connectivité. L'exemple parfait vient d'être donné. Il y a également l'électricité, qui est l'instabilité de l'électricité dans nos régions, notamment en Afrique, et la faiblesse du plateau technique de nos pyramides, enfin, à tous les niveaux, hein, on va dire, de notre pyramide sanitaire, qui ne facilite pas forcément dans l'embarcation, bien, on va dire l'embarquement de technologies du numérique sur ces infrastructures. Donc, il y a également un défi lié à la compétence. Donc, il y a un manque parfois de compétences enfin, des bénéficiaires, on va dire de manière générale, de compétences numériques des bénéficiaires. Donc, il y a une difficulté d'adoption. Et il y a également un manque de motivation des fois dans l'apprentissage des outils du numérique au niveau des bénéficiaires. Il y a, comme troisième défi, nous avons le financement. Donc, le financement de toutes les solutions de santé numérique ou toutes les solutions digitales appliquées au domaine de la santé viennent souvent de l'extérieur. Et quand ces financements extérieurs ou externes finissent, les projets prennent fin, malheureusement. Donc, il y a un problème de durabilité, de modèle économique dans le déploiement de solutions digitales en santé communautaire. Et le dernier défi ou la dernière limite que j'ai trouvé intéressant de mentionner ici, c'est que les données de santé sont classées dans les données sensibles. Et cette sensibilité fait qu'il y a parfois des défis de confiance entre les bénéficiaires et les fournisseurs de solutions digitales appliquées au domaine de la santé. Tout ça est aggravé, on va dire, par parfois l'absence ou l'immaturité du cadre réglementaire de gouvernance des données dans la plupart des pays africains. Donc, quelques perspectives justement pour essayer de réduire l'impact de ces défis-là. Donc, il y a au niveau politique, par exemple, on peut intégrer d'emblée dans les politiques de santé publique les solutions digitales pour faciliter leur adoption par les bénéficiaires. Ensuite, il y a leur adoption également, il y a comment dire, au niveau formation, donc former les agents de santé communautaires et même les agents de santé de première ligne aux outils du numérique pour faciliter l'adoption de ces outils-là par les professionnels de santé lors de projets de santé communautaire. Et il y a également, par rapport au financement, il faut promouvoir les partenariats publics-privés pour faciliter le financement de solutions de santé numérique. Et au niveau des données, on va valoriser plutôt la production des données locales et optimiser
de manière dynamique. J'insiste sur le dynamique parce que parfois, même quand il y a un cadre réglementaire, ce cadre réglementaire, je parle de cadre réglementaire dans enfin, en gestion de données, en gouvernance de données de santé, même quand il y en a, même certains pays qui ont ce cadre réglementaire-là en place, le cadre n'est pas dynamique, alors que l'industrie du digital évolue très vite. Donc, il faut une flexibilité dans la conception même de ce cadre réglementaire pour une adaptation, une amélioration continue en fonction de la dynamique et des tendances technologiques. Donc, pour finir, je dirais que le digital, ce n'est pas une mode. Ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Donc, ce n'est pas une mode, c'est vraiment un levier de transformation sociale et sanitaire. Et dans le domaine de la santé communautaire, il offre une opportunité unique à tous les acteurs, donc de rapprocher les soins de la population, d'outiller les agents de santé, on vient d'en voir un exemple, et de rendre l'information médicale accessible à tous, partout et tout le temps. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir trop monopolisé la parole et je resterai connecté pour essayer de répondre à d'éventuelles questions et les apports également les contributions sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup, docteur Cédric, et merci pour ce partage, non seulement d'informations, également d'expériences, d'initiatives concrètes qui met en évidence le sujet de ce webinaire. Voilà. Je pense que les questions, les commentaires pleuvent déjà dans le chat et nous encourageons chaque participant à bien le faire pour que nous puissions enrichir ce webinaire pour le bien de tous. Alors, à votre suite, et je vais humblement aussi inviter notre professeur pour sa présentation et on pourra faire les questions à la fin de façon générale. Merci à vous, Ajida. Alors bonjour tout le monde, c'est à mon tour d'exprimer mon plaisir aujourd'hui de participer à ce webinaire. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs, notamment la chaire et UNESCO et le centre de collaboration de collaborateurs OMS, ainsi que Ange-Marie de Health Initiative Access pour l'invitation et pour l'intérêt à cette thématique fort intéressante qui d'ailleurs nous interpelle tous et toutes en tant que citoyens, co-citoyens de ce continent, ce beau continent africain. Je remercie et je saisis aussi l'occasion pour remercier Dr Cédric que le hasard a fait que aujourd'hui on se rencontre sur un webinaire sur une autre thématique qui était en commun depuis pas mal de temps dans les différents échanges que nous avons eus auparavant. Alors, oui, l'engagement des jeunes pour la santé communautaire, c'est un thème qui est fort intéressant pour plusieurs raisons. Nous allons parler évidemment des initiatives, défis et perspectives, mais je vous propose comme titre de ma présentation la jeunesse africaine. C'est un moteur d'innovation et de résilience pour la santé communautaire. Alors tout d'abord, si on regarde un peu la jeunesse africaine avec ce qu'il représente en termes statistiques, on se rend compte facilement que nous avons un patrimoine, un vrai patrimoine et une vraie ressource au niveau de notre continent, c'est celle de la composition démographique de notre population. Donc comme vous le voyez, nous comptons à peu près 1,5 milliard d'habitants au niveau de l'Afrique et dont 60% sont des jeunes. Donc c'est une population qui est très active sur le plan démographique qui a moins de 25 ans. Et puis, si on se compare à l'international, nous avons un âge médian de 19 ans, ce qui représenterait à peu près la moitié du chiffre international. Donc, ceci, il peut relever des défis, mais certainement, nous allons voir surtout le côté positif. C'est un pool de personnes qui peut être un levier pour toutes les actions au niveau de notre continent sur plusieurs plans, dans la santé bien évidemment. Alors, quand on parle d'engagement de jeunes en santé communautaire, l'engagement, donc, ça signifie des valeurs à partager pour cet engagement, notamment qui vise l'autonomisation et avoir plus de capacité à agir et qui va permettre d'assurer plus de justice sociale au sein des communautés. Donc, le renforcement de l'action communautaire, il représente à cet effet l'une des stratégies de promotion de la santé et dans laquelle on retrouve toujours donc l'importance d'autonomiser
sensibiliser et d'engager la population, comme ça a été dit précédemment par Dr Cédric, dans l'analyse de la situation à partir d'une base collective, la compréhension des préoccupations de santé. Quand on dit santé, pour rebondir sur une question que j'ai vue dans la rubrique questions, la santé, c'est au sens large, donc c'est pas uniquement l'aspect physique, c'est tous les aspects qui sont liés à la santé, notamment là on parle de déterminants liés à la santé sur le plan économique, politique, social, juridique, environnemental et écosystémique. Alors cette base collective, lorsqu'elle est forte, lorsqu'elle est prête à relever le défi, il va permettre d'aider et de contribuer à un relais entre les systèmes de santé, les systèmes de soins, les autres professionnels dans le système de soins et de santé pour répondre de façon plus ciblée sur les problématiques avec des solutions qui sont innovantes et qui partent de la communauté. Donc cette ouverture à l'initiative locale va permettre de renforcer l'impact et l'effet à long terme de toutes les actions que pourront proposer des professionnels en collaboration avec la population. Alors, les défis en santé communautaire en Afrique, ils sont nombreux, comme ça a été annoncé dans l'annonce de ce webinaire. Il y a les inégalités d'accès aux soins, le manque d'infrastructures, les problèmes liés à l'analphabétisme qui peut être un autre champ de bataille, puisque comme on parle aujourd'hui de la digitalisation, de l'accès au numérique, donc ça nécessite un certain nombre de capacités auparavant pour accéder à ces informations sur le plan technique, mais aussi sur le plan culturel et pour comprendre par la suite les démarches d'éducation à la santé, d'information et de communication avec la population. Et puis, s'ajouterait à tout cela les défis qu'on rencontre dans le cadre des crises environnementales, climatiques, et on le voit très bien aujourd'hui, le changement climatique qui impacte tous les pays, mais particulièrement les pays africains, donc avec des risques sur le plan économique, démographique, épidémiologique et sanitaire. Alors, si on prend quelques exemples de thématiques qui sont des problématiques de santé publique et qui nécessitent l'approche communautaire pour trouver des solutions innovantes, je prendrai la mortalité maternelle, surtout pour faire le lien avec l'une des initiatives locales qui, au niveau de mon pays, le Maroc, était une initiative portée par les jeunes et qui a donné des résultats assez spectaculaires suite à une démarche d'action communautaire. Alors, la mortalité maternelle, si on la prend comme problématique, on sait très bien que la vie d'une femme peut être tachetée de périodes difficiles dans la période de grossesse. Donc, c'est un phénomène biologique naturel. Cependant, au niveau de notre continent, il représente un défi majeur pour les systèmes de santé, vu que 70% donc, des décès maternels au niveau du monde entier, ils surviennent au niveau de notre continent et surtout en Afrique subsaharienne, selon les statistiques de 2023 de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, si on regarde un peu maintenant l'analyse, si on souhaite aller chercher les causes des causes de ce problème de santé maternelle, mortalité maternelle, mais aussi les problèmes chez l'enfant, on va retrouver que parmi ces déterminants, ces facteurs qui vont influencer, ben, certainement il y a l'accès limité aux soins et à la pénurie des ressources humaines et matérielles, mais il y a aussi les pratiques culturelles, les croyances qui sont ancrées au niveau d'une communauté donnée, peuvent être à l'encontre de la pratique médicale ou des recommandations pour le suivi de grossesse, et puis il y a les conditions socio-économiques défavorables. L'autre thématique préoccupante, c'est le changement climatique avec le stress hydrique qui peuvent engendrer des impacts sur la santé au-delà de l'aspect médical. L'impact, il peut être par l'effet de l'immigration, par exemple, de déplacement démographique de population de zones arides vers des zones où il y a des ressources naturelles et ça peut engendrer encore une fois des impacts au niveau épidémiologique, au niveau de santé publique et qui nécessitent une réflexion locale et vraiment contextualisé pour trouver des solutions innovantes. Alors, quel est le rôle ainsi du jeune? Ce jeune comme un agent de santé communautaire, puisque on veut qu'il soit participant, actif au niveau de la santé de sa communauté sur le plan physique, mental, social, économique, écosystémique, donc la santé au sens global. Alors, ce jeune-là, c'est un levier pour permettre d'aller vers des dynamiques à différents niveaux
On peut commencer par la dynamique locale à créer. Donc les jeunes, ils peuvent être organisés de telle sorte à faire une mobilisation locale par la proposition d'initiatives éducatives, par exemple l'éducation pour la santé au niveau des quartiers, au niveau des écoles, au niveau de la commune, et qui nécessite une adaptation culturelle, encore une fois, des messages et une adaptation de la démarche en fonction des particularités de la commune. Par exemple, dans une région rurale ou une région urbaine, ben, la communauté il peut avoir des préférences en matière de style de communication, en matière aussi de moyens éducatifs. Et le jeune qui fait partie de sa communauté, il va permettre d'adapter les messages et d'adapter les outils beaucoup plus que quelqu'un qui vient de l'extérieur. La mobilisation locale, il pourrait donner aussi des idées pour plaider en faveur de bonnes causes. Par exemple, les jeunes, ils peuvent interpeller aussi dans leur démarche les autorités, les décideurs, collaborer avec le maillon social déjà sur place qui est organisé, par exemple les associations, les ONG, les professionnels de santé représentés par les centres de santé ou les cabinets ou les structures, avec les directions de santé localement, avec d'autres départements, représentants de départements ministériels sur le plan local, pour le plaidoyer en faveur d'une cause communautaire. Ils peuvent créer des coalitions et participer à des forums, donc encore une fois dans le but de sensibiliser, d'informer, de communiquer et de créer ainsi un intérêt commun envers une cause qui est propre à une communauté donnée. Les solutions numériques, je ne vais rien ajouter par rapport à ce qui vient d'être partagé généreusement par Dr Cédric. Donc les applications aujourd'hui et la transition technologique, il nous permet d'avoir plus accès à des informations, à des structures technologiques, au digital et l'utiliser au bon escient. Alors les applications, quelle que soit leur ampleur, ils peuvent aider à toucher la population, déjà la population des jeunes qui veulent s'engager dans la communauté pour mettre en place des plateformes, par exemple, de formation à distance, de collaborer avec des champs d'expertise particuliers afin de renforcer les capacités. Et ça pourrait permettre aussi d'atteindre une population, puisque oui, on sait qu'il y a des problèmes de connexion parfois, mais quand même, la population africaine, maintenant, il est couverte en général d'un réseau qui lui permet d'accéder à un contenu. Et donc, ce contenu, si on va le rendre plus bénéfique, ben, c'est un contenu qui va viser ces problématiques, c'est un contenu qui va viser le changement de comportement, c'est un contenu qui va permettre de faire accéder une population plus large aux informations de santé et permettre une certaine éducation en santé, un certain niveau de littératie en santé. Et des fois, ces technologies aussi, ils vont dépasser le biais de sélection, de recrutement qui se trouvait ou se posait avant, celui de ne viser que les gens instruites. Là, les personnes qui n'ont pas côtoyé de près l'école, ils peuvent avoir accès à des vidéos explicatives dans des langues locales, à des contenus diversifiés avec une langue locale, avec des images, avec une animation qui va permettre ainsi de cibler de plus près en adaptant encore une fois au langage et à la culture communautaire. Et en dernier, parmi les dynamiques, donc c'est la participation des groupes des jeunes volontaires à des actions de santé publique. Par exemple, ils peuvent participer à l'organisation et la co-organisation de plans vaccinaux concernant certaines maladies. Donc, on l'a vu avec le Mpox, les jeunes communautaires et la communauté, ils pourraient s'impliquer dans la lutte, dans la riposte, et c'est la base même de l'action sur le terrain. On l'a vécu aussi avec la Covid-19 et comment on avait besoin, les professionnels de santé de façon générale, les décideurs, les acteurs qui ont une certaine expertise en santé, ils avaient besoin de l'implication de la population, ils avaient besoin d'avoir des alliés parmi la population pour réussir leur action à échelle de santé publique. Donc le dépistage, l'hygiène et toutes ces thématiques, ils peuvent être portés par les jeunes et ainsi permettre un certain niveau de réussite des actions localement. Alors maintenant qu'on a un peu dressé la situation donc positive de notre continent en ce qui concerne le pool des jeunes qui le composent,
les défis qui sont rencontrés sur le plan santé publique et santé communautaire, les possibilités d'action et quelques exemples de dynamiques à créer, ben, on reconnaît quand même que le chemin n'est pas simple, c'est pas un chemin qui est facile, donc il y a des fois des obstacles. Alors les obstacles, ça rejoint un peu les mêmes problématiques avec le digital comme thématique, c'est les manques de financement, donc manque de financement de certaines initiatives, mais aussi le manque de reconnaissance, puisque ces jeunes qui vont se mobiliser, il faut qu'ils s'organisent de telle façon à être reconnus, à être légitimisés, d'abord auprès de leur communauté et aussi auprès des autres collaborateurs comme professionnels de santé, autres collaborateurs des champs d'expertise nécessaires au niveau de la santé communautaire. Et donc la reconnaissance institutionnelle peut être un défi pour certains. Deuxième obstacle, c'est le défi d'accès à la formation et aux ressources, puisque ces jeunes, ils doivent être capacités aussi et bien outillés, bien préparés à jouer leur rôle dans le cadre de la communication avec la population, dans le cadre de la compréhension de certaines bases au niveau de l'action communautaire, dans la gestion de projets à visée communautaire, sans pour autant viser de faire des experts au niveau d'un champ particulier. Donc, c'est une balise d'un nombre de jalons et de bases communes qui doivent avoir et l'information vient ainsi être imposable comme un élément, un levier pour dépasser cet obstacle. Alors, un autre obstacle qui peut être soulevé, c'est celui des normes sociales et des inégalités de genre. Donc, la légitimité des genres parmi les jeunes, donc le genre féminin, le genre masculin, le modèle de rôle qui existe au niveau de la communauté, la légitimité de ces jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, à parler avec la communauté selon les normes sociales qui règnent au niveau de la commune. Et puis, la faible intégration dans les politiques de santé publique et les politiques publiques de façon générale puisque cela rejoint un peu l'idée que ces jeunes, puisqu'ils ont des initiatives, ils doivent avoir l'appui institutionnel, l'appui des politiques publiques intégrées pour faire reconnaître d'abord leur voix et leur donner les moyens par la suite pour agir localement. Alors, ceci me pousse à parler, mais rapidement, de l'échelle de participation communautaire. Donc, comme on le sait, beaucoup de projets, ils vont s'implanter peut-être dans une zone donnée, après avoir été réfléchis par des porteurs de projets, financés par des financeurs, et on vient avec le projet prêt à l'emploi, et puis on va informer la population, on va inclure quelques personnes au niveau de la communauté, et on saurait par la suite, on serait beaucoup plus à l'aise par rapport à la participation communautaire. Alors là, on peut s'arrêter, se dire, est-ce que finalement, on est dans un niveau de participation communautaire qui est fort, qui va permettre la pérennité des actions? Alors certainement, quand on informe les gens, oui, c'est mieux que rien. Cependant, l'engagement ici, elle est faible, puisque ces personnes ressources, euh, ils peuvent avoir le sentiment d'être juste utilisés durant le projet, mais ils n'auront pas la motivation de pérenniser et de porter par la suite les actions en l'absence de porteurs de projet proprement dit. La participation qui est un peu plus élevée ou un niveau moyen, c'est celle où il y a une consultation avant. Donc, c'est-à-dire que lors de la phase diagnostique, on vient d'abord, on doit comprendre les problèmes de santé prioritaires, on doit prioriser avec la population, par la suite chercher les causes profondes avec la consultation des personnes localement, donc de ces agents communautaires ou d'autres personnes de la communauté, avant de proposer des actions. Donc nous sommes dans une phase où il y aurait de la co-construction, de la concertation, un travail qui se fait à une phase préliminaire du projet au niveau du diagnostic communautaire et certainement l'impact dans l'engagement est les meilleurs. Et puis l'engagement maximal, il va être lorsque on va revenir et décider ensemble. Donc il y aurait une co-construction, mais aussi une co-décision. Et la décision, cette fois-ci, elle est basée sur les propositions des personnes après avoir fait l'analyse de la situation. Donc un engagement, il peut être à différents niveaux, mais bien évidemment, on souhaiterait que l'engagement soit maximal en réfléchissant d'abord à comment la participation des jeunes ou d'autres personnes de la communauté a été mobilisée. Alors ceci m'amène à parler d'une initiative localement qui... Oui, bonjour, madame.
Je vous en prie. Madame Tellou, est-ce que je peux avoir Christophe Mathieu, s'il vous plaît, le directeur? Merci beaucoup. Donc, ceci m'amène à parler d'une initiative localement qui date quand même de 2014, mais elle est très illustrative de ce que je vous projette aujourd'hui. C'est comment un projet de santé communautaire a été initié par des jeunes professionnels de santé, mais aussi des jeunes de la commune, puisque certains de ces jeunes futurs médecins, ils faisaient partie d'une commune rurale au niveau de la région de Marrakech. Et c'était une zone où il y avait un problème de santé maternelle assez flagrant, puisque c'est une localité qui se trouve à quelques kilomètres de l'hôpital universitaire. Cependant, on déclarait des taux de décès maternels et de problèmes de santé infantile très importants à cause de suivi de grossesse qui était très déficitaire. Alors, la mobilisation communautaire dans la région a été faite par les jeunes de la région. Et le projet, il a été initié par les jeunes de la région. Et puis, il y avait une rédaction préliminaire d'une analyse de la situation à partir de ces jeunes-là, à partir de l'initiative des jeunes. Et puis, ils se sont mobilisés pour activer les autres acteurs autour d'eux et pour fidéliser et fédérer les efforts autour d'eux. Et puis, ce projet-là, il a été co-rédigé. Donc ensemble, avec des professionnels de santé, avec des décideurs locaux, avec des associations locales, et il a été par la suite présenté pour l'offre de financement par le ministère de la Santé. Alors, le projet, c'est parmi les projets marquants parce que ils ont pu octroyer un budget intéressant. Ils ont pu par la suite travailler avec les agents locaux, donc pour la formation d'agents communautaires, qui étaient majoritairement une population jeune, qui ont participé à la fois à l'enquête préliminaire de diagnostic de la situation, mais aussi à l'organisation de campagnes qui étaient hebdomadaires pour le suivi de grossesse jusqu'à la fin du projet qui a duré une année. Donc, si on se pose la question dans le cadre des perspectives, comment finalement renforcer la dynamique pour la santé communautaire par et pour l'Afrique, donc par et pour le jeune africain. Donc tout d'abord, j'ouvre la parenthèse de l'importance de la formation, puisque les capacités, oui, on peut avoir un certain nombre d'habiletés au préalable, mais il faut avoir une augmentation de ces capacités à travers le mentorat, la formation et l'accès aux outils, notamment numériques, qui peuvent facilement permettre maintenant l'accès à des ressources afin d'augmenter ses compétences en termes de conduite de projets ou d'actions en santé communautaire. On pourrait aussi penser dans les perspectives à créer des espaces de dialogue. Donc les espaces de dialogue surtout entre des générations puisqu'on parle de jeunes, donc il y a des jeunes, des moins jeunes et il y a des seniors. Et donc permettre un échange entre toutes les personnes qui ont un intérêt en commun, c'est celui de servir la population au niveau du continent, au niveau d'une région donnée. Puis la perspective qui viendrait par la suite, c'est celle de financer les initiatives. Donc on vient de le voir avec le projet Maternité sans risque au niveau d'une région marocaine. Le financement est une nécessité. Donc le fait d'avoir une certaine compétence en rédaction, avoir l'avis de personnes plus aînées qui ont une certaine expérience, va permettre de présenter des projets à ficeler par la suite, à cofinancé par la suite entre, par exemple, des décideurs locaux et des financeurs peut-être étrangers par rapport à la région. Donc ces micro-subventions, ces appels à projets sont intéressants pour outiller sur le plan maintenant ressources financières les projets et les initiatives. Puis intégrer les jeunes dans les politiques de santé, donc dans le cadre des comités consultatifs. Donc on peut intégrer les jeunes, un jeune qui est représentatif de la communauté au niveau de tous les comités consultatifs localement pour la co-construction de programmes et l'aide dans le diagnostic de la situation locale. Et puis, il faut les encourager. Bien évidemment, le travail peut être bénévole, mais il ne faut pas compter trop sur le bénévolat à long terme. Donc, on sait que ces jeunes, lorsqu'ils sont mobilisés, il faut les encourager, que ce soit par des prix, par des appels, par exemple, à projets avec des prix pour le meilleur projet, par une meilleure visibilité médiatique. On peut utiliser le numérique pour les encourager, pour les valoriser. Et puis, pourquoi pas, dans le cadre de financement, penser à des rémunérations pour des initiatives, par exemple, de collecte des données ou participation à des projets localement. Donc, pour moi, il faut aujourd'hui qu'on saisit l'occasion de faire un appel à l'action collective.
Donc l'action collective pour notre Afrique, pour tisser des liens entre tous les acteurs qui peuvent agir à un niveau donné, encourager les institutions, les organisations non gouvernementales, les chercheurs, les universitaires, les professionnels de santé à collaborer avec les jeunes parce que c'est une mine d'or qui peuvent avoir des idées très, euh, je dirais, révolutionnaires au niveau local parce qu'ils partent de la réalité, ils connaissent mieux que qui que ce soit la réalité locale dans le cadre de santé publique ou santé communautaire. Donc la jeunesse africaine est une vraie ressource. Il faut vraiment puiser de cette ressource. Il ne faut pas considérer cela comme un défi, mais plutôt comme un point positif pour aller de l'avant. Donc en conclusion, je dirais que agir localement, c'est pouvoir transformer de façon durable et surtout agir localement, c'est agir durablement et globalement. Et investir dans la jeunesse, c'est investir dans la santé, dans la résilience et surtout dans la souveraineté du continent africain à travers des solutions qui partent du terrain africain pour le terrain africain par les jeunes africains. Je vous remercie de votre attention et je suis ouverte bien évidemment à vos questions et retours par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Magda. Merci pour ce partage. Merci pour ces expériences qui dénotent donc de l'engagement des jeunes, des appuis institutionnels de part et d'autre pour soutenir les initiatives en santé communautaire en Afrique et au Maroc de façon spécifique. Voilà, chers tous, avant de passer la parole euh, à vous, présentateurs, et à vous, communicateurs. Et je voudrais quand même remercier chacun de vous pour le temps consacré et dire, moi j'ai quelques questions et en attendant, par exemple, dans vos interventions ou dans les interventions spécifiquement du docteur Cédric, vous avez abordé la façon dont vous avez connecté le digital aux enjeux de santé communautaire. Et nous ne sommes pas sans savoir que les questions d'usage du digital est lié également aux compétences instructives, aux compétences, je dirais, à la proactivité de qui ou de cela. Aujourd'hui, le milieu rural, le milieu non accès, où vous avez utilisé des puces, est-ce qu'il ne crée pas, est-ce que ce digital ne crée pas un risque d'inégalité entre les populations connectées et non connectées? Si on doit avoir accès à un service digitalisé et à un autre non, et comment est-ce que ces populations-là ont un accès équitable aux services digitalisés? Cher Cédric. Oui, merci Ange-Marie pour la question. C'est tout l'enjeu hein, des transformations, donc ou des grands changements sociaux et sociétaux, qu'on va dire. Il y a toujours des personnes qui sont d'emblée favorisées par le changement, favorisées en griffe, et une minorité qui est toujours défavorisée. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Tout changement crée un certain déséquilibre pour une couche de part et d'autre. C'est plutôt aux acteurs de penser dans leur démarche, enfin, déjà dans leur politique, dans la mise en place des politiques, dans la mise en place des stratégies d'intervention et des actions d'intervention, donc à tous les niveaux de la chaîne politique, stratégique, opérationnelle, de réfléchir de manière inclusive. Donc toujours, c'est vrai qu'il faut utiliser le digital, mais moi, je ne crois pas du tout au digital 100%. Je vis du digital, je fais partie du digital, mais je ne crois pas au 100% digital. Donc, toujours faire une approche, comme je viens de l'illustrer à travers notre exemple, une approche mixte. Il y en a qui parlent de physique digitale, donc on déploie le digital là où il y a la connectivité et de la stabilité électrique, et on trouve un moyen de donner les mêmes informations, la même capacitation aux gens, aux personnes, à la communauté qui ne fait pas partie de ce monde de connectivité, que ça soit dû à des défis infrastructurels ou que ça soit dû à l'analphabétisation numérique, par exemple. Donc, c'est aux acteurs d'être ingénieux et de s'entourer des bons experts pour déployer des programmes inclusifs. Voilà. Merci beaucoup pour l'élément de réponse. Et oui, moi, je reviens encore à une dernière question pour vous, en attendant d'aborder les autres questions des participants. Au-delà de la technologie, la réussite donc, des propositions, des innovations, dépend également de l'acceptation ou la confiance qu'on crée au sein de cette communauté-là. Et pour vous, quelles sont peut-être des bonnes pratiques ou des approches
que vous recommandiez afin donc que des solutions digitales ou d'autres initiatives quand même soient réellement appropriées et adaptées aux populations que nous servons? Ça, il y a tellement eu de tables rondes sur ce sujet, sur la question d'adoption des technologies de santé par la population, etc. Donc, c'est sûr qu'on va pas trouver, je vais pas trouver la bonne réponse ici, mais ça part du haut, en fait. Quand on prend aujourd'hui la part des budgets gouvernementaux qui sont dédiés à la santé, c'est largement inférieur aux recommandations de l'OMS. Donc, si, même au niveau politique, la santé est sous-estimée, ce n'est pas au niveau populationnel qu'il y aura une estimation à juste titre, à sa juste valeur de la santé. Donc, c'est d'abord au niveau des politiques de santé, au niveau des investissements centraux que la différence doit se faire pour favoriser l'adoption. Et quand, au niveau politique, la volonté y est, mais naturellement, à partir des actions qui sont, des politiques qui sont menées, des actions qui sont menées sur le terrain, notamment dans la prévention, dans la sensibilisation, la prise de conscience au niveau de la population de l'importance de la santé et dans l'intégration d'emblée au niveau des politiques des solutions digitales de santé numérique, ben, ça facilite du coup d'emblée l'adoption puisque on doit impliquer une ligne comment on va dire, de réduction de l'alphabétisation numérique dans les projets, si dans les politiques et les projets, si on les pense comme ça, on doit intégrer une ligne de durabilité du financement si on les réfléchit comme ça, on doit intégrer une ligne d'inclusion si on les réfléchit comme ça. Donc, c'est d'abord au niveau des politiques et c'est aux politiques en designant autrement leurs interventions, de faire prendre conscience à la population de l'importance et donc de les motiver à apprendre les outils du numérique et à les adopter. Donc, il faut un cadre de facilitation de l'adoption avant que l'adoption ne puisse se faire. Et pour finir, puisque ça me concerne, donc, vu qu'il n'y a pas ce cadre-là, il y a des acteurs privés qui essayent de faire des efforts pour créer de l'adoption tant bien que mal, et c'est difficile. C'est difficile, ce qui fait qu'on est obligé, dans la santé, pour trouver un modèle économique, notamment sur des aspects préventifs dans la santé, en Afrique, c'est hyper compliqué. Ce qui fait que le privé est obligé, il n'y a pas d'étoile qui s'aligne, il n'y a pas de chance dans le secteur de la santé, notamment en termes commercial, en termes d'économie. Donc, les acteurs du privé alignent eux-mêmes leurs propres 3 étoiles avant de pouvoir commencer par déployer la vraie solution qui va leur apporter de l'argent. Donc, ça prend du temps, de la patience et ça ralentit donc le déploiement des solutions. Donc, voilà ma réponse. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Cédric, et merci pour ces éléments de réponse. Voilà, je vais me tourner vers le professeur Masta. Et vous avez beaucoup insisté sur l'importance du renforcement des capacités, comment outiller la jeunesse à prendre d'initiatives. Aujourd'hui, vu votre expérience, vu également ce que vous avez partagé, si on doit permettre aux jeunes, on doit faire un clic au niveau d'un jeune aujourd'hui à être acteur de changement quelles compétences organisationnelles techniques on peut vraiment renforcer pour que ces jeunes-là deviennent de véritables acteurs de changement en santé communautaire? Merci beaucoup pour la question, très intéressant. Justement, moi, je proviens d'un domaine de formation et par expérience, je sais que la formation, il change énormément de choses. D'abord, dans la perception de la personne elle-même, et puis dans la compréhension, et puis dans l'action. Donc, la formation, je dirais quasi obligatoire pour structurer la démarche et légitimiser la personne. Parce que, vous imaginez, si un jeune aujourd'hui, il a une idée et puis elle va en parler, peut-être qu'il ne trouverait pas d'écho, il ne trouverait pas de personne qui va peut-être porter son idée, mais aussi croire en son efficience dans la démarche et sa capacité à aller plus loin. Alors cependant, si ce jeune-là, il a reçu au préalable un accompagnement pour déjà qu'ils aient les balises pour comment plaider, comment faire en sorte d'influencer, comment faire en sorte de mener le projet depuis le début, avoir quelques, je dirais, étapes préliminaires avant d'en parler, ça permettrait d'avoir plus d'écho auprès de sa communauté. Donc, quelle structure
ou sur quelle structure on peut s'appuyer, encore une fois, on peut s'appuyer sur la collaboration locale avec des professionnels de santé. On peut s'appuyer sur les associations locales, donc les associations, les organisations non gouvernementales, ils sont souvent ouvertes à ces initiatives, donc du moins au niveau des contextes que j'ai expérimentés. Donc, ils croient beaucoup plus et facilement par rapport aux politiques publiques, par rapport à des institutions officielles. Mais une fois il y a une collaboration, on commence à faire confiance. Et la confiance, comme ça a été dit, c'est très important. C'est le point de départ. Si on fait confiance à ce jeune, on va l'aider à se former, on va l'aider à avoir des compétences dans la communication, dans la rédaction, dans la communication avec la population, dans la compréhension des enjeux, dans l'anticipation des défis. Certainement, il serait plus impactant. Alors, les initiatives, par exemple, d'accompagnement, ils peuvent être portées par les associations locales, par les professionnels de santé, par les acteurs communautaires qui ont de l'expérience, comme les aînés. C'est pourquoi je disais que cet échange intergénérationnel est très important. Et d'ailleurs, le témoin, c'est votre présence aujourd'hui, Ange-Marie. Je vous considère parmi la communauté de jeunesse. Docteur Cédric, c'est la même chose. Donc, c'est magnifique. On voit aujourd'hui une dynamique qui est portée par des jeunes et qui part de l'engagement communautaire. Et certainement, parmi les participants, il y en a qui vont par la suite tisser des collaborations avec vous, au niveau du Bénin, au niveau du continent africain. Et chacun, il peut contribuer dans l'accompagnement, bien sûr, en structurant les choses. Pourquoi pas délivrer des attestations de formation qui vont légitimiser ces personnes, et pourquoi pas une reconnaissance locale par exemple, le titre agent de santé communautaire qui va permettre d'impacter davantage localement la communauté et faire croire en elle, en des actions au niveau local. Merci beaucoup, professeur. Je remarque, en analysant en l'intérieur ou de façon un peu plus approfondie votre intervention, je me dis que vous évoquez ici une question aussi de responsabilité sociale et professionnelle aussi au niveau des institutions. Parce que les institutions qui forment les jeunes aujourd'hui doivent quand même jouer leur part pour que ces jeunes, à la sortie, puissent prendre d'initiative. Mais cela fait un retour de balle. Étant éducateur, étant professeur, pour vous, si on demande aujourd'hui quel dispositif on peut mettre en place pour permettre aux jeunes d'accélérer les initiatives des jeunes pour que cela puisse avoir un réel impact au niveau local, au niveau communautaire, quel dispositif proposerez-vous? Alors, déjà, vous avez parlé, vous soulevez un point important, c'est celui de la responsabilité sociale des institutions. Donc, la responsabilité sociale, c'est la capacité d'une institution à répondre aux besoins localement. Donc, parmi les besoins, ça peut être les besoins en santé, notamment. Et donc, toute institution, il devrait regarder ce qui se passe autour d'elle, regarder les personnes qui sont autour d'elle, tendre la main aux personnes qui sont aux alentours d'elle. Donc, ne pas rester uniquement à l'intérieur des murs et théoriser sans connaître ce qui se passe dans la communauté. Et malheureusement, je ne vais pas généraliser, mais malheureusement, des fois, on se retrouve dans des contextes où on a vraiment un espacement, une séparation intramuros entre les institutions, alors que la communauté, elle a des besoins, il veut les exprimer. Donc la RSE, de façon générale, que ce soit pour des institutions de formation ou autres, c'est je dirais, ce point de départ pour créer des structures qui sont beaucoup plus organisées pour permettre d'intégrer les jeunes, les écouter. Donc, on voit à l'international, pas forcément en Afrique, dans d'autres continents, qu'il y a l'ouverture pour faire des colloques avec la population et les écouter. Donc l'ouverture des portes, déjà, créer cette dynamique d'échange, ça permet d'aller de l'avant vers l'implication de la population et par la suite permettre donc à travers ces colloques, ces débats ouverts avec la population, permettre de recruter ou de palper un peu le terrain, quels sont les leaders au niveau communautaire qui souhaitent volontairement au début s'impliquer pour parler au nom de la communauté et par la suite les accompagner. Donc, je pense qu'au niveau des institutions, s'il y a cette passerelle, ça va permettre d'abord de créer une structure durable pour la communication avec la population. Et puis, dans le cadre de la responsabilité sociale, il y a toujours sur le modèle économique des entreprises, des institutions,
il y a des lignes qui sont liées à la responsabilité sociale. Pourquoi pas ne pas avoir un budget pour porter des initiatives locales, les accompagner dans la mise en place. Donc, je pense que c'est une structure intéressante si nous sommes vraiment dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture vers la communauté avec l'application de la responsabilité sociale comme il le faut, avec le soutien qu'il faut pour la communauté. Ok, merci beaucoup pour votre retour, pour les éléments de réponse. Je pense que cela enrichit davantage notre webinaire et merci infiniment. Alors, il y a quelques questions dans le chat et également dans la partie questions-réponses. Je vais commencer en premier par Monsieur Sarafa Idou qui demandait au Dr Cédric quelle stratégie vous proposez pour intégrer le digital dans un contexte où nous avons un faible taux d'alphabétisation. Voilà, c'est la première question du chat. Et à vous, oui, c'est Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la question. Il y a eu un peu de coupure, je voilà. pense. Oui, oui. Quelle stratégie pour intégrer le digital dans un contexte de faible niveau d'alphabétisation? Ah, ok, parfait. Oui. Mais je pense que je viens de répondre précédemment à cette question-là. C'est une prise de conscience d'abord politique qu'il faut, parce que il faut que ça quitte d'abord l'euro et que ça descende vers le bas. Donc, dans toutes nos interventions, enfin, dans toutes nos réflexions politiques de santé publique, stratégie d'intervention et dans les interventions de point de vue opérationnel, nous devons intégrer toujours la minorité ou parfois dans certains contextes la majorité exclue due à l'analphabétisation, que ce soit l'analphabétisation conventionnelle classique ou l'analphabétisation numérique. Voilà. Merci. Et l'autre question, euh, ça aborde beaucoup plus comment est-ce que les technologies numériques peuvent être utilisées pour surmonter les barrières d'accès aux services de santé communautaire chez une population typique, les jeunes pygmées, notamment qui n'ont pas, qui subissent donc des questions de discrimination, de stigmatisation. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Notamment les jeunes diplômés, vous avez dit. Non, les jeunes pygmées, pygmées, c'est ce qui est écrit. Les jeunes Oui. diplômés. Pygmées, 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 les autochtones pygmées, pygmées. Les pygmées, OK. Ah voilà, oui, oui, OK, 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 OK. Non, ben, je crois que c'est une ethnie ou un peuple qui traverse un peu la région de la République démocratique du Congo exactement. Oui. et du Cameroun. Ouais. En fait, déjà, il faut associer, je pense, les anthropologues et puis les sociologues dans cette démarche-là, parce que ce peuple-là a une histoire, une culture, a des rites et des habitudes que moi, je connais pas, mais que les sociologues locaux connaissent. Et donc, à partir du moment où on intègre dans les comités de gestion, dans l'équipe projet, des socio-anthropologues qui peuvent faire, enfin, qui peuvent aider à designer les projets de manière à les adapter aux réalités de ce peuple-là, donc des pygmées. Je pense que dans l'exécution et dans l'implémentation, les agents sur le terrain vont faire attention à cela. Donc moi, je pense que quel que soit, il faut chercher les spécialistes de ce peuple-là, d'une part, et aller parler aux gens, aller parler à la communauté sur le terrain. On vient de dire que l'approche de la santé communautaire, c'est d'inclure la population bénéficiaire de l'action qu'on veut exécuter. Donc, il faut aller vers les gens, dans tous les cas, quel que soit le contexte. D'accord. Merci beaucoup, cher Cédric. Une autre question plutôt au professeur Madina. Et on demande, aujourd'hui, c'est de Monsieur Georges, qui dit, est-ce que les États africains ont d'abord même adopté la santé communautaire et jusqu'à ce qu'on parle de l'implication des jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? La question il m'est adressée, que Jean-Marie. Oui, oui, ils n'ont pas spécifié forcément vous et ils demandaient est-ce que les États africains ont d'abord adopté la santé communautaire dans leur politique de développement sanitaire et pour qu'on puisse
aborder l'implication des jeunes dans cette approche. Voilà, c'était la question. Alors, j'ai pas bien entendu, mais j'essaie quand même de répondre. Est-ce que dans les politiques publiques de santé au niveau africain, la santé communautaire est incluse, c'est ça? Oui, oui, si les États l'ont déjà adopté pour qu'on parle de l'engagement des jeunes. D'accord. Alors, bah, je peux dire, je ne peux pas généraliser, donc je vais parler de mon contexte. Donc, normalement, les soins de santé primaire, il y a des lignes qui sont assez claires par rapport à l'importance de la prévention, de la promotion de la santé. Donc, dans le système de soins, on sait qu'il y a plusieurs piliers, mais le pilier niveau primaire, niveau contact, ben, c'est le contact avec la population. Donc, c'est l'action communautaire, elle est là. Maintenant, est-ce qu'il y a des lignes qui sont assez claires qu'il faut inclure les jeunes? Bah, je pense que c'est pas écrit noir sur blanc, mais les professionnels de santé au niveau qui représentent un peu les systèmes de santé, ils sont conscients de l'importance de l'approche communautaire, puisque si on parle promotion de la santé, qui est une compétence du professionnel de santé, bah, parmi les stratégies de promotion de la santé, c'est le renforcement de l'action communautaire. Donc implicitement, oui, il faut inclure la communauté. Et si on a à choisir dans la communauté, bah, il faut qu'il y ait bien sûr une diversité d'âge, mais on sait que celui qui est le plus actif sur le plan physique, bah, ça serait un jeune. Par exemple, il va participer à l'enquête, il va pouvoir faire des allers-retours pour assister à des réunions. Il a plus de, je dirais, de possibilités de connexion, etc. Parce qu'en général, les jeunes de nos jours, ils sont digitalisés, ils sont connectés par rapport à une population plus âgée. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que la réflexion elle doit être intergénérationnelle. Donc, quand on dit jeune aujourd'hui, c'est parce qu'on a parlé, choisi cette population, mais l'appui des seniors, des personnes qui sont plus anciens, plus expérimentés peut-être dans la thématique, des personnes influentes au niveau de la communauté qui peuvent avoir un certain âge, des seniors, il faut les impliquer. Mais le point d'entrée peut être vraiment ce professionnel de santé au niveau de la première ligne qui est sensibilisé et qui est ouvert à l'approche promotion de la santé, puisque oui, il peut agir sur la maladie à un stade tardif, mais toutes les maladies maintenant, ils sont ancrés en communauté. Il y a des pratiques, il y a des influences de déterminants. Et si on ne fait aucun effort d'aller voir ce qui se passe dans la communauté, on va rester dans la posture passive. Donc oui, oui et non en quelque sorte. Oui, de façon implicite, mais non noir sur blanc. Il n'y a pas inscrire un jeune dans l'approche communautaire comme étant une politique nationale. J'espère qu'un jour on arriverait à la décliner au niveau africain dans tous les systèmes de santé. Merci, merci beaucoup, professeur. Vu que nous sommes aussi à la course à l'heure, et l'heure court après nous, on va faire une dernière question avant de donner la parole à deux participants. Euh, la question, aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'autres jeunes reconnus au niveau national, au niveau communautaire, d'autres jeunes, vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Cédric, au niveau digital, santé communautaire, et au Bénin, Health Access Initiative et d'autres jeunes dans d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un réseau de jeunes qui se démarquent, qui n'attendent pas forcément de financement, qui n'attendent pas forcément un appui institutionnel avant de se lancer pour les problèmes nobles au niveau de sa communauté? Qu'est-ce qu'on fait pour créer un réseau officiel afin d'obtenir des soutiens de part et d'autre et accélérer leurs initiatives? Professeur, à vous. Oui, alors je pense que les jeunes, ils sont déjà connectés, qu'on le veuille ou non. Dans les réseaux sociaux, dans les différentes plateformes numériques, on sait que la facilité d'échange maintenant est très simple, elle est facile, elle est accélérée par le digital, mais le problème qui se poserait, c'est comment institutionnaliser ça et créer un réseau officiel. Donc le terme officiel veut dire passer par des peut-être législations inter-pays au niveau du continent. Et ça demanderait donc un effort sur le plan législatif pour créer un réseau officiellement. Mais les réseaux, je pense qu'il y en a pas mal. Des réseaux qui sont créés par des associations africaines, panafricaines, avec différentes, je dirais, casquettes pour la santé environnementale, pour la sensibilisation, pour l'information. Et on le voit, il y a pas mal de jeunes qui font de la sensibilisation dans les réseaux, par exemple, sociaux concernant des thématiques liées à la santé de façon globale. Cependant, la création
création, il nécessiterait donc de coopérer et collaborer avec des personnes qui s'y connaissent mieux dans le terme, dans le sens réglementaire pour que ce soit quelque chose d'officiel, malgré la difficulté d'allier tout le monde autour d'un seul objectif, mais on peut déjà commencer. Peut-être que ce webinaire, ça peut être une belle occasion pour créer et tisser ce lien et faire un appel à l'action commune par la création d'un réseau officiel, pourquoi pas. Merci à tous et à toutes. Et voilà, nous avons regroupé quelques questions. On va donner la parole à encore une ou deux personnes maximum. Il nous reste encore 10 minutes. Là, vous êtes là? Il y a deux mains que je vois. Je vais Oui, voir je qui. suis là, je suis là. Voilà, il y a deux mains. Il y a monsieur Sidi Sen, lever sa main. Après, ce serait. Oui, voilà. Monsieur Sidi Sen, vous pouvez. Bonjour, je suis vraiment très content de participer à cette webinaire. En tout cas, la santé communautaire est essentielle. Bon, par exemple, ici au Sénégal, on a bien géré ça parce qu'il y a le niveau central qui concerne le ministère, il y a le niveau intermédiaire, il y a le niveau périphérique. Le niveau périphérique, c'est-à-dire les centres de santé et les postes de santé. Bon, dans chaque localité, il y a des postes de santé et c'est eux qui gèrent la santé communautaire. C'est eux qui gèrent les agents de la santé communautaire. On les appelle des relais, des Badianougor. C'est eux qui font la sensibilisation à la population. C'est eux qui aussi font ce qu'on appelle certains pécadums. La prise en charge à domicile. Il y a aussi les DSDOM, les dispensateurs de soins à domicile. En tout cas, c'est excellent de bien les former par rapport à la numérisation. Surtout par rapport aux ces nouveaux maladies-là, de zoonoses, ces arboviroses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cédric. Et voilà, après M. Cédric, on va prendre Madame Jolie Diadotou, ou je me trompe de nom. Dans l'ordre, j'ai Jolidia Dossa. Voilà, voilà. Oui, super. Apparemment, non, elle ne réagit, elle ne réagit pas. Ce serait alors Madame Dossa, votre micro est coupé. Oui. Oui. Mais alors, Mika Dramé. Ah. Bon, bonjour à tout le monde. Bon, vraiment, je compatis et vraiment, c'est un excellent plaisir voilà, de participer à cette forum. Bon, comme l'a dit Alucène, bon, moi, c'est Mika Dramé, étudiant en fin de cycle en santé communautaire au Sénégal, plus précisément à l'Université Alioune Diop de Bambey. Comme l'a dit Sidi Sen, bon, moi, chaque année, nous faisons des stages communautaires sur le terrain. Donc, c'est au niveau des postes de santé et des cases de santé que vraiment on connaît l'importance des agents de santé communautaire parce que c'est eux qui sont les meneurs de terrain. À chaque fois, nous faisons des VAD, c'est-à-dire des visites à domicile, de faire la prise en charge, par exemple, des personnes âgées. Donc, pas mal d'activités et de sensibilisation et de plaidoirie. Ce sont les agents de santé communautaire qui sont sur le terrain. Et comme l'a dit un de nos professeurs, si réellement l'agent de santé communautaire fait bien son travail, vraiment le médecin ou bien l'infirmier qui est au poste de santé ou bien à l'hôpital n'aura pas de problème et il n'y aura pas beaucoup de malades qui vont fréquenter les hôpitaux ou bien les postes de santé. Donc moi, je pense que comme je l'ai parlé, comme je l'ai écrit lors de mes interventions au niveau du groupe, je pense qu'il est temps que vraiment les politiques publiques vraiment aident ces jeunes agents de santé communautaire pour au moins, Inch'Allah Rabbi, d'ici les années à venir, que l'agent de santé communautaire puisse être indispensable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui. Ce serait le tour de Monsieur Pierre. Ah oui. Ah oui. Il faut ne pas aller Allô? Oui, oui. Ah oui. Oui, bonjour à tous. Allô, vous me recevez? Oui, oui, posez votre question. Ok, Oui. bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette brillante présentation et je vous remercie parce que nous avons été vraiment, nous avons appris beaucoup de choses lors de ce webinaire. Nous vous remercions. Mais moi, ce que je voudrais attirer, c'est, je suis en fait un médecin de santé publique, spécialiste en santé communautaire et épidémiologie. Mais je suis contre la médicalisation de la santé communautaire parce que toutes les interventions qui ont été portées ici ont beaucoup plus porté sur l'accent sur la médicalisation, c'est-à-dire les agents de santé communautaire, les ASRICO. Donc, je suis contre ça parce que la santé communautaire ne se limite pas seulement qu'à ça. Elle va au-delà de ça. Et en secondo, j'aimerais aussi attirer l'intervention lors de ma première participation en 2023 à l'atelier mondial de la santé communautaire. Il y a une recommandation qui a été dit, qui était de revoir la santé communautaire afin qu'elle soit uniformisée. Donc, vu que vous êtes le président de la commission des jeunes, j'aimerais que vous attiriez encore l'attention des représentants de cette organisation à vue qu'ils reviennent, qu'ils voient cette recommandation qu'ils ont émise. Et j'allais terminer par cette histoire d'agent de santé communautaire. Voilà, et nous avons mis cette stratégie aussi en place en Guinée, où le gouvernement a d'énormes problèmes par rapport à la prise en charge. Donc, j'aimerais aussi voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer à autre stratégie, vu que nous sommes tous, surtout principalement en Afrique, nous sommes dans les pays à faible revenu, voir est-ce que ce n'est pas mieux de voir autre stratégie et de laisser cette histoire d'agent de santé communautaire. Merci. Merci beaucoup, cher Parce que la Pierre. prise en charge de cet agent pose d'énormes problèmes Oui, dans de merci. nombreux pays. Merci à vous. Merci pour votre préoccupation. Ce serait le tour de Bernard Izimana. Nous allons prendre encore deux personnes et s'en arrêter là. Monsieur Bernard, à vous. Monsieur Bernard, vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous reçoit. Ok, moi je réponds au nom de Bernard Bizimana. Je suis au Burundi et je suis le président d'une association de développement communautaire et changement de mentalité. Vraiment, je suis ravi d'être participé dans cette réunion. C'est très intéressant pour moi. Mais je voudrais savoir que cette réunion est périodique. Cette réunion, je voudrais savoir comment vous pouvez au moins faire des agents communautaires ou bien des ambassadeurs dans des pays, parce que si on est dans la fonction publique, dans la santé publique, chez nous, qui nous sommes dans dans les pays les plus faibles, donc le pays qui n'a pas beaucoup de moyens, donc dans les pays les plus pauvres, donc la santé communautaire est très bas vraiment. Parce que notre source de revenus est très bas, même la population n'a pas de moyens. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais savoir comment on peut beaucoup d'échanges avec vous à part de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, cher Bernard. Et vu le temps, nous allons certainement, sous la permission de Madame Tinga, nous allons nous arrêter certainement là et donner la parole aux panélistes pour apporter quelques éléments de réponse aux aspects abordés et des mots de fin, en attendant qu'on ne fasse la clôture. Merci. À vous, Monsieur Cédric. C'est encore là. Non, Cédric, mais Cédric n'est plus a là, dû se voilà. déconnecter. Oui, je comprends. Oui, ce serait alors au professeur d'apporter un peu quelques commentaires et mots de fin. Voilà. Majda, si tu me Oui, permets, je voulais juste répondre du coup à Monsieur Bizimana. Et, je pense que tu pourras compléter ce que je veux dire, mais je rebondis du coup sur ce que le professeur Sebani a dit tout à l'heure. C'est que finalement, sur ces questions, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, notamment penser le réseau,
pour pouvoir s'entraider de manière plus large sur la région africaine, sur l'Afrique, parce que des choses se font en sous-localité, sur le Maghreb, le Sénégal et ses pays voisins, mais quand on essaye de voir à l'échelle de la sous-région, ça devient tout de suite un peu plus complexe. Et je pense que c'est le défi de demain pour nous au niveau vous avez deux représentants nationaux de la chaire UNESCO sous les yeux. Je pense que c'est un défi pour nous d'arriver à organiser un peu ce réseautage sur ces thématiques-là pour permettre du coup les, les pays qui sont plus en difficulté sur la mise en place de ces approches de santé communautaire, de venir se nourrir plus facilement de l'expérience de ceux qui en sont beaucoup plus avancés. Donc, Monsieur Bizimana, j'ai noté votre demande et c'est quelque chose qu'on pourra rediscuter lors de notre prochaine réunion semestrielle des représentants nationaux pour voir un peu ce qu'on pourrait apporter comme élément facilitateur. Merci. Merci. Merci beaucoup, Tinga, pour cet élément de réponse. Et à vous, professeur. Oui. Bah, pour la fin, je tiens à vous remercier encore une fois et surtout remercier tous les participants pour la richesse. Malheureusement, le temps ne permet pas de répondre à toutes les questions, discuter en profondeur. Certaines choses, peut-être, il faut les clarifier. D'où l'intérêt d'avoir une poursuite dans la durabilité, encore une fois, pour pérenniser l'action de la formation, de l'échange, de penser justement à créer une plateforme. Pourquoi pas ne pas utiliser les recommandations de ce webinaire pour déjà créer des passerelles, un échange qui continue entre tous les acteurs intéressés et structurer les choses. Je pense que il y a Tinga, il y a Ange-Marie qui vont prendre ces recommandations pour penser à une action commune dans le départ, dans le cadre peut-être de mettre des formations ou des échanges structurants et utiliser le digital pour permettre de tisser des liens entre tous les participants. En ce qui me concerne, je reste ouverte aux personnes. Donc, j'ai mis mon email pour les échanges éventuellement après ce webinaire. Et je remercie encore une fois la chaire UNESCO et Ange-Marie pour l'invitation. Au plaisir de continuer les échanges et poursuivre l'interaction avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci à Cédric qui nous a lâché à la fin. Et nous comprenons des urgences aussi parallèles à ce webinaire. Et merci, Tinga. Merci, chers participants. Moi, je voudrais vous dire merci parce que une chose est de lancer ce webinaire, mais l'autre est d'avoir des participants pour assister, pour contribuer. Votre participation autour d'une de 150 environ note également de l'intérêt que vous portez aux enjeux de santé communautaire et à la promotion de la santé de façon plus générale. Oui, la thématique va continuer. Ceci n'est qu'un premier webinaire. D'autres webinaires vont suivre pour davantage étayer et aborder également d'autres aspects qui ne sont pas abordés aujourd'hui. Je voudrais, pour continuer, témoigner toute ma gratitude au professeur Majida et au docteur Cédric qui, quand même, ont accepté notre invitation pour contribuer à cet échange aujourd'hui. Merci également à la chaire UNESCO, Éducation Santé, et également le Centre de collaboration OMS qui ont accepté d'héberger toute cette série de webinaires. Alors, à celles et ceux qui ont participé de loin ou de près, et du Bénin, de Maroc, de tous les pays d'Afrique et d'ailleurs, je voudrais vous dire merci pour l'engagement, merci à chacun une fois encore. Cela démontre en quoi la jeunesse africaine n'est pas seulement un sujet de débat pour d'autres, mais également un moteur d'innovation, de résilience et de transformation sociale. Merci à vous et je nous invite à rester connectés pour les prochains webinaires. Et voilà, à vous, Tinga. Juste j'essaye, hop là. Parce que je ne suis pas sûre, Majda, que ton mail soit arrivé sur le message pour tout le monde. Donc, j'étais en train de le remettre. Pardon, mais je vous remercie parce qu'on a été au plus fort des connexions à 146 connexions. Donc, merci aux participants. Merci de tous vos échanges, que ce soit sur le chat ou sur les questions-réponses. En effet, le temps est toujours trop court sur les webinaires. Sur des aspects techniques, le webinaire sera
est enregistré. Il sera mis à disposition sur le site de la chaire. Je vais, si possible, extraire les questions qu'il y avait dans le question-réponse et puis peut-être, voilà, les panélistes et facilitateurs faire des réponses écrites qu'on pourra du coup annexer sur le site internet, enfin, voilà, pour que ça permette à tout le monde de retrouver éventuellement les éléments de réponse qu'ils attendaient pour, voilà, passer outre ces délais temporaires. Euh, pour ma part, voilà, en tant que représentante et référente des représentants nationaux de la chaire UNESCO, je suis extrêmement fière de la dynamique qui est en train de se créer et je compte, voilà, sur le public pour nous soutenir dans cette démarche et venir, voilà, sur les autres webinaires ou participer aussi à l'atelier mondial de santé communautaire que la chaire organise tous les ans au mois de juin. Donc, vous le verrez passer. N'hésitez pas à adhérer à la newsletter de la chaire, comme ça, vous aurez toutes les infos, mais à nous suivre aussi sur LinkedIn ou sur YouTube. On communique ces infos-là, et puis aussi par les différents membres et collaborateurs de la chaire qui font passer l'info sur leur propre réseau. Et on est très sensible en fait à faire avancer ces questions de santé pour tous, quel que soit l'âge, quels que soient les contextes, en fonction de vos, pardon, en fonction de vos expériences qui sont toutes riches. Souvent, on se cantonne à se dire l'expérience scientifique fait loi. Ben non, en écologie des savoirs, toutes les expériences combinées les unes aux autres font la science de demain. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les différentes situations de collaboration sur lesquelles vous vous retrouvez. Je vous souhaite une bonne poursuite de journée à tous. Et si éventuellement Majda et Ange-Marie, vous auriez encore 5 minutes pour qu'on débriefe ensemble. Et puis voilà, qu'on sache un peu vers quoi on s'oriente pour la suite. Pour le public, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci.